Tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le grenier de l'écho. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine dans mon grenier. Nous allons parler de quoi? Eh bien, nous allons parler de la crise économique qui vient. Et cette crise économique qui vient, elle va concerner tout le monde, nul ne va pouvoir y échapper. Et elle va être infiniment plus grave que la dernière que nous avons connue et que les plus anciens, ou on va dire qu'en tout cas presque tout le monde a connu, sauf plutôt les plus jeunes, et qui était évidemment la crise économique de 2008. Donc cette crise économique de 2020 va être infiniment plus violente. Et je vais essayer de vous expliquer, de vous donner les éléments de réflexion pour comprendre cette affirmation, puisqu'évidemment, affirmation ne vaut pas argumentation, et que là, on a quelque chose en économie d'extrêmement lourd qui est en train de se préparer, qui est en train de se former. On a une espèce de tempête parfaite, donc on va voir ça tous ensemble. Allez, venez, je vous emmène, je vous rappelle toujours les sites à suivre, Santé publique France et le site de l'OMS WHO. C'est très important d'aller voir ce qu'il se dit à l'OMS, puisque vous avez l'un des responsables, le docteur Ryan par exemple, qui cette semaine, enfin hier, dans son point quotidien, qui est l'un des adjoints du docteur Tedros, qui est le directeur général de l'OMS, eh bien le docteur Ryan a expliqué qu'il espérait, ça serait un merveilleux cadeau vraiment que le coronavirus disparaisse au beau jour et quand il va faire beau, mais qu'il fallait vraiment pas compter là-dessus, parce que scientifiquement il n'y avait aucun élément qui pouvait dire que ça allait effectivement disparaître comme un virus grippal. Voilà, donc il y a beaucoup de choses passionnantes qui se disent sur le site de l'OMS, bien plus passionnantes que ce qui se dit sur BFM TV. À bon attendeur, salut. Il ne faut pas forcément voir des complots partout, mais en l'occurrence, l'OMS donne une information de très très grande qualité. Il y a des points quotidiens de très très grande qualité, et le docteur Tedros, qui est le patron de l'OMS, a juste recadré l'ensemble des pays qui ne prennent pas de mesures assez fortes de confinement et de quarantaine, et qui veulent laisser le virus, ou qui ont la tentation de laisser le virus se diffuser dans la population afin d'éviter des coûts économiques magistraux. Donc justement, les coûts économiques, on va y aller. Souvenez-vous toujours cette règle des signes noirs, trop peu, trop tard, on est en plein dedans. Souvenez-vous, je vous le mets, on va les passer très rapidement, mais regardez la carte, regardez le nombre de cas. C'était l'un des premiers JT consacrés à ce sujet. Le second, nous sommes à 77 000 cas, regardez les classements. Corée du Sud, Japon, Singapour, Hong Kong, Thaïlande, États-Unis, très loin devant, très loin derrière. Regardez tout d'un coup le classement qui change. Italie, juste derrière la Corée du Sud. Regardez le nombre, l'Iran qui arrive, le Japon, Singapour et Hong Kong qui finalement restent avec peu de cas et qui ont des politiques extrêmement sévères de lutte contre le virus. Et regardez la carte cette semaine, je viens juste de la faire, nous sommes dimanche, il doit être quelque chose comme, que je vous dise pas de bêtises, il est presque 19h, il est 18h57, nous sommes à 107 000 cas, Corée du Sud, Iran, Italie, Germanie et France. La France qui maintenant est quasiment devant l'Allemagne, enfin voilà, la France et l'Allemagne ont toutes les deux plus de 1000 cas. Et regardez la carte, alors qu'au début nous avions un problème qui était localisé en Chine, eh bien vous avez sous les yeux la carte d'une pandémie mondiale qui s'affiche. Alors une pandémie mondiale, c'est terrible pour l'économie mondiale. Alors, on se posait la question, il y a un mois et demi, on se disait, oui, mais bon, c'est normal que les marchés tiennent parce qu'ils parient sur le fait que les effets vont être MTR, maîtrisés, temporaires et réversibles de la crise. Ça, vous pouviez jouer les effets MTR quand vous aviez la carte où c'était que des points rouges en Chine. Quand vous avez ce genre de carte-là et que vous avez l'Italie qui a annoncé ni plus ni moins que la fermeture de tout le nord de l'Italie, avec la mise en quarantaine de 15 millions d'Italiens de la partie la plus riche et la plus industrieuse de l'Italie, je peux vous dire que nous avons du souci à nous faire en termes économiques en Europe, puisque c'est l'une des principales régions européennes productives qui vient tout simplement d'arrêter et de s'éteindre. Donc les effets ne seront évidemment pas MTR, surtout que la crise est en train de se développer aux États-Unis, elle n'est pas encore palpable.
Ils veulent tout faire, et Trump, qui est en pleine campagne de réélection, c'est la vraie tuile. Il voulait une bourse haute, un chômage bas et que tout aille bien pour être réélu et dire c'est moi le meilleur, Trump I am Trump, I am the President of the United States. Et ben là, c'est complètement raté, c'est complètement foiré, et donc ils ne vont pas pouvoir attendre longtemps. Donc évidemment, les bourses ont commencé à chuter, ça c'était la semaine dernière. Vous avez eu une vague tentative de rebond cette semaine, mais en fait elle est complètement avortée et on va partir de toute façon dans une baisse avec ce qui se passe en Italie, avec ce qui va se passer prochainement en Allemagne. La France et l'Allemagne sont les deux prochains pays sur la liste, et puis suivront les États-Unis. Donc en plus c'est une crise à tiroirs, donc dans les 15 prochains jours nous allons tirer les tiroirs France et Allemagne pour les premières restrictions importantes et collectives, et puis nous tirerons dans 3 semaines à peu près, ou plutôt dans 3 semaines, le tiroir États-Unis d'Amérique, avec là aussi des mesures restrictives. Donc si vous voulez, les bourses elles vont comme ça par palier baisser au gré des mauvaises nouvelles. Alors la bonne question que je voulais nous poser, et que nous essayons ensemble de réfléchir à ça, c'est est-ce que ça va être pire? Pourquoi en fait ça va être pire? Moi je sais que ça va être pire, mais je veux vous partager les éléments de réflexion que j'utilise pour pouvoir affirmer que je crois que ça va être pire. Alors, la crise de 2008, souvenez-vous, c'est la crise des subprimes. On a prêté à des gens qui n'étaient pas forcément solvables, trop de sous pour acheter trop d'immobilier, trop cher. Et puis la Banque centrale américaine, à un moment donné, elle décide de monter ses taux, donc pour calmer la bulle immobilière, donc elle monte les taux. Aux États-Unis, on emprunte à taux variable, donc les taux des emprunteurs montent. Donc ce qu'ils pouvaient se payer et acheter il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais peuvent plus se le payer, ils peuvent plus rembourser les crédits. Les défauts de crédit augmentent. Il y a de moins en moins de gens, de plus en plus de gens qui ne peuvent plus rembourser, il faut que je mette ma négation dans le bon sens, qui ne peuvent plus rembourser leur crédit, et à un moment donné, les banques commencent à vaciller, on commence à s'en rendre compte, et là, boum, patatras, on se prend une crise bancaire, c'est la faillite de la Lehman Brothers, on se prend une crise immobilière, c'est la chute des marchés immobiliers, et puis finalement, on a une chute des marchés boursiers. Vous êtes dans une crise qui est une crise financière, qui est une crise de taux d'intérêt, qui, comme ils ont augmenté, ont provoqué une crise d'endettement, une crise boursière et financière, et cette crise bancaire, parce qu'on finance moins, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se calment, et cette crise bancaire, elle devient effectivement crise économique, et elle se transmet à l'économie. Mais en réalité, le point de départ, c'est une crise financière, c'est une crise de la sphère financière. Donc, vous avez finalement entre la sphère financière et l'économie réelle, il y a quand même beaucoup d'étapes. Et il n'y a pas une transmission qui soit totale et à 100%. Et surtout, et c'était la conclusion qui était importante, et vous l'avez vu, vous l'avez vécu, la crise financière peut être jugulée par une impression monétaire. Et pour cause, c'est ce que font les banques centrales depuis maintenant à peu près 10 ans. On imprime, et on appure les bilans des banques, et on appure les mauvaises dettes, et on crée de la nouvelle monnaie, et on monétise, et on rachète des dettes, et on fait des quantitative easing. Bref, on arrive à lutter contre une crise financière qui est une crise de la dette, tout simplement en imprimant de la monnaie, même si c'est une fausse monnaie, pour rembourser ses dettes. Vous êtes dans une forme de jeu d'écriture, dans une forme de jeu comptable, donc vous pouvez comptablement faire un certain nombre de choses, notamment en créant de la monnaie. Je pense que ça, c'est très important à comprendre. Quand on est dans une crise financière, les banques centrales peuvent faire quelque chose. Si demain, vous n'avez plus de pétrole, les banques centrales, elles pourront pas imprimer de pétrole. Et c'est justement là où je veux en venir. Et c'est ça, l'immense différence entre la crise que nous avons connue en 2008 et que beaucoup d'entre nous ont connue en 2008 et celle que nous avons commencé à vivre aujourd'hui, en février 2020, et qui va évidemment s'amplifier terriblement dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, pourquoi toujours cela va être pire qu'en 2008 ? Eh bien, parce que la crise de 2020, je vous ai donné le mot, c'est une pandémie. Et pour lutter contre une pandémie, eh bien, on a un arrêt des flux physiques, on a un arrêt des échanges. Et c'est ce qui se passe
d'abord en Chine. Vous avez vu comment ça s'est passé en Chine. Vous avez vu la ville de Wuhan. Alors je sais, ça se dit Wuhan, machin, tout ce que vous voulez. Moi, je parle français, donc je prononce à la française. Donc les puristes de la langue chinoise m'auront la bienveillance de me pardonner. Donc à Wuhan, à Hubei, dans la province de cette grande ville, 60 millions d'habitants, vous avez eu la taille de la France, globalement, vous avez eu une immense quarantaine qui n'est toujours pas finie, avec des entreprises qui n'ont toujours pas repris leur activité, et des gens qui aujourd'hui, 1 mois et demi après, presque 2 mois après, sont toujours enfermés chez eux en quarantaine. Donc vous avez là un arrêt des flux physiques. Vous avez, et vous y assistez, vous le voyez, alors ça s'est passé un peu partout en Chine avec un très fort ralentissement pour empêcher la contagion à l'ensemble de la population chinoise et des régions chinoises. Donc ça a réclamé des mesures extrêmement fortes d'arrêt de distanciation sociale, et cette fameuse distanciation sociale, il arrive un moment quand il ne faut pas qu'on se croise, le mieux c'est que chacun reste chez soi et qu'on ne se croise plus du tout, et ça arrive qu'on finit par arrêter vraiment les flux, les échanges, et donc on a des fermetures et des arrêts de pans économiques entiers, tourisme, restauration, cinéma, sport, rassemblement, spectacle. Donc vous voyez bien que là, c'est une crise qui part de la vraie vie. C'est une crise qui part de l'économie réelle. On ne vous parle pas de la sphère financière, on ne vous parle pas des investisseurs zélés qui s'amusent sur les marchés boursiers à vendre des calls et des puts à découvert ou sur les marchés à terme, qui peuvent rester dans un certain nombre de cas des opérations qui restent relativement virtuelles. Là, vous êtes dans la vraie vie. Aujourd'hui, les spectacles ils ne se tiennent plus, les gens ils ne vont plus voir des concerts, les chanteurs ne peuvent plus chanter, les gens du spectacle ne peuvent plus travailler, etc., etc., etc. Donc évidemment, vous imaginez les coûts monstrueux à venir, les coûts budgétaires de cette crise sanitaire pandémique. Donc c'est une crise qui part de l'économie réelle et qui va devenir financière. Donc c'est le mécanisme exactement inverse de ce que nous avons vécu en 2008. Et pour tout vous dire, une crise financière qui se propage dans l'économie réelle est beaucoup moins dangereuse que l'inverse, une crise de l'économie réelle qui se transmet à l'économie financière et donc à la sphère boursière. Injecter de l'argent ne va pas lutter contre le virus. C'est-à-dire que les banques centrales, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent, elles vont évidemment aider, elles vont accompagner, on va créer de l'argent pour payer la recherche, etc. Mais ce n'est pas parce que la banque centrale va imprimer 1000 milliards de dollars que les chercheurs vont trouver plus vite. Aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de budget, par exemple, pour trouver un vaccin pour le sida. Et ceux qui ont mon âge et qui ont grandi, qui ont vu arriver le sida quand ils étaient des ados, moi j'avais 10-12 ans quand j'ai vu arriver le sida, et bien aujourd'hui j'ai bientôt 46 ans, et j'ai toujours pas vu de vaccin sur le sida. Donc on parle d'une recherche scientifique en décennies pour trouver un vaccin pour ce virus. Donc c'est pas forcément simple. Alors je voulais vous montrer quelques petites infos comme ça pour vous illustrer cette crise économique. Aujourd'hui, alors c'est le Times. Les compagnies aériennes volent avec des avions vides, c'est une traduction automatique de Google, volent avec des avions vides pour garder les créneaux horaires pendant la crise du coronavirus. C'est-à-dire qu'en réalité, là aujourd'hui, les avions qui volent, ils volent à vide, mais il faut qu'ils fassent poser et atterrir les avions, notamment à Heathrow, pour pouvoir conserver les créneaux aériens, mais c'est pareil dans tous les grands aéroports. Donc évidemment, c'est totalement délirant et totalement absurde. Donc ça va prendre fin. Il y a des réunions, ils vont garder les créneaux et les avions seront plus obligés de voler à vide, ce qui engendre de la pollution pour rien et évidemment des coûts de fonctionnement pour rien. Coronavirus, nous parlons d'Air France, c'est un article du Parisien, c'est Air France, la compagnie quand même, une grande compagnie, Air France KLM, et qui demande à tous ses salariés de prendre des congés avec ou sans solde. Bon, ça c'est la mesure avant le chômage partiel qui va arriver d'ici une petite quinzaine de jours. Justement, le recours au chômage partiel s'amplifie, c'est un article des Échos. Ici, on parle de 400 entreprises. C'était un article, et je n'ai pas la date dessus, mais je crois que c'est un article qui date de vendredi, parce que la ministre Muriel Pénicaud avait fait une déclaration vendredi, et donc les Échos avaient repris les chiffres qui avaient été donnés par la ministre. Et aujourd'hui, la ministre a reparlé. En fait, maintenant, on n'est plus à 400 entreprises, on est à 900, et je crois que de tête, nous sommes à 16 000. Vous vérifierez sur Google, vous allez dans Google
nouvelle actu, mais je crois que maintenant on a doublé. On est passé à 900 entreprises qui ont recours au chômage partiel pour 16 000 salariés. Donc là aussi, on va avoir une courbe complètement exponentielle des arrêts de travail. Alors, préparez-vous aussi à un certain nombre de pénuries. Si vous voulez, il faut pousser la logique, et c'est en poussant la logique, et je vous l'illustre avec ça, mais vous imaginez bien qu'on pourrait faire une liste quasiment infinie. Nous sommes dans une économie qui est totalement interconnectée, mondialisée, interdépendante. Donc le yaourt, il s'était amusé à faire le parcours du yaourt Danone. Alors le petit pot, il était fabriqué là, les fraises, elles venaient de là-bas, l'opercule venait d'ici, le carton venait d'un quatrième pays, et puis le lait, il était machin, et l'usine d'assemblage a été bidule, et puis après c'était mangé à truc. Bon. Et donc votre yaourt Danone, il parcourait 5 ou 6 000 km avant d'atterrir dans votre assiette. L'Espagne est la championne des fruits. En fait, vous avez 2 grands pays qui aujourd'hui nous alimentent en fruits et légumes. C'est l'Espagne et l'Italie. Voilà. Bon, par exemple, je crois 80% des concombres viennent d'Espagne. Une très grosse partie des produits bio mangés par nos bobos chez Franprix, ouverts jusqu'à 23h, c'est évidemment des produits qui viennent généralement du bio d'Espagne et des serres espagnoles, et notamment des serres que l'on peut trouver en Andalousie, du côté de Malaga, machin, etc. Et donc, vous vous retrouvez avec, quand vous aurez des restrictions, je ne suis pas persuadé que vous trouviez beaucoup de fraises espagnoles cette année. Je ne suis pas non plus persuadé que vous trouviez beaucoup de tomates. Et je ne suis pas non plus persuadé que vous trouviez beaucoup de concombres dans vos assiettes. Et donc, on va avoir des pénuries, on va avoir des manques, on va avoir des étals vides, parce que nous allons vers des mesures de restriction. Ce qui s'est passé en Italie, il y a de fortes chances que ça se produise en Espagne, que ça se produise en Allemagne, que ça se produise en France. Donc, nous allons vers des semaines et des mois qui vont être évidemment marqués par ça. Et donc, vous imaginez économiquement, quand vous êtes un primeur sur le marché et que vous n'avez plus rien à vendre, parce qu'il n'y a plus de marchandises qui arrivent, vous, en tant que consommateur, j'ai une pénurie, j'ai rien acheté. Bon, d'accord, vous n'avez pas grand-chose à acheter, mais le commerçant qui doit vous vendre quelque chose, lui, il n'a pas grand-chose à vous vendre non plus. Et quand il n'a pas grand-chose à vendre, il ne peut pas tenir. Il ne va pas pouvoir payer ses charges, il ne va pas pouvoir payer ses salariés, il ne va pas pouvoir payer ses petits vendeurs, il ne va pas pouvoir payer donc le patron qui a 3-4 gars avec lui, son gros camion, parce qu'il est primeur, et 3-4 gars sur le marché avec lui. Et il va terminer évidemment assez rapidement avec qu'un seul gars, c'est-à-dire lui-même, tant est qu'il arrive encore à tenir, et puis il va se séparer de ces 3 petits gars. Toujours l'économie flanche par l'approvisionnement. Alors, c'est un article de La Croix, mais c'est un rapport qui vient de Chine, et donc on vous a dit, oh là, youpi, tralala, les usines chinoises redémarrent. Et puis bim, bam, boum, ça fait pif et ça fait bam, ça fait pif et ça fait boum, là. En fait, l'épidémie, ils se rendent compte surtout que le redémarrage, il est complètement bidonné. Alors les types, ils n'arrivent pas à redémarrer, mais comme on est en Chine et que le chef du politburo, là, avec plein d'épaulettes, il dit attention, si tu redémarres pas, mauvaise note, machin, tout ça. Donc alors vous, attends, le chef, il a dit, alors il faut absolument que je dise que j'ai redémarré mon usine. Donc les gars, ils arrivent et donc ils allument les machines et ils font tourner les machines pour payer l'électricité. Vous voyez, on a redémarré. Donc ils ont redémarré, mais ils ne produisent rien en fait. Et cette étude, c'est la reprise affichée par les autorités a été artificiellement gonflée avec des usines tournant à vide. Le redémarrage économique semble malgré tout s'amorcer. Oui, ça s'amorce, mais c'est extrêmement lent. Et en redémarrant, ils prennent évidemment le risque de redémarrer l'épidémie. Donc, ils sont obligés de faire ça par palier. Ils testent des équipes d'ouvriers et remettent une petite équipe d'ouvriers pas malades pendant 14 jours. Et puis, ils en remettent une autre, etc., etc. Ils dorment, les gars, ils dorment sur place. Et comme encore une fois, vous avez tout ça, c'est interconnecté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire un écran comme ça si vous n'avez pas des pièces qui arrivent de partout. Et puis, il faut donc que partout, ça aille redémarrer un petit peu. Enfin bref. Vous imaginez la complexité du redémarrage d'une supply chain globale, mondiale, qui est tout simplement tombée en panne. Donc c'est effectivement un redémarrage qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et en plus, il y a des mensonges parce qu'il y en a qui ne veulent pas se faire fâcher. Et ça, c'est toujours une distorsion phénoménale dans l'information.
L'économie flanche toujours par l'approvisionnement. Coronavirus, article du Parisien, comme en temps de guerre. L'Italie vit un double choc pour son économie. Alors que le nord de l'Italie a été mis en quarantaine, le PDG d'Italie France Group s'inquiète des conséquences dramatiques du corona sur l'économie. Dans une tribune aux Parisiens aujourd'hui en France, évidemment, les conséquences, elles ne sont pas un peu, elles ne sont pas beaucoup, elles sont à la folie, elles sont totalement dramatiques pour l'économie de l'Italie, puisqu'aujourd'hui c'est l'économie du nord de l'Italie qui finance en gros l'ensemble de l'économie italienne. Donc c'est une catastrophe économique pour nos amis italiens, mais si nos amis italiens ne vont pas bien, il ne faut pas se leurrer, nous ne pourrons pas aller bien, nous non plus. Voilà, donc il n'y a pas, si nos amis italiens ne vont pas bien, nous n'irons pas bien. C'est la même chose avec nos amis espagnols, avec nos amis allemands. Nous sommes complètement interconnectés, interdépendants les uns des autres, et on voit bien justement le danger terrible de la manière dont a été conçue, réalisée cette mondialisation, puisqu'au lieu de pouvoir considérer par exemple l'Europe comme des compartiments étanches qu'on aurait pu fermer, on aurait dû par exemple sceller l'Italie. En scellant l'Italie, vous auriez eu d'autres pays européens capable d'aller aider l'Italie, et bien finalement nous allons tous chuter ensemble, donc c'est quelque chose d'absolument dramatique. Alors en réalité les gens ne le savent pas, les gens ne s'en sont pas rendus compte. Moi j'entends encore beaucoup de gens dire ce n'est qu'une simple grippette. Alors je dis oui bien sûr, oui c'est une simple grippette. Je vois beaucoup de gens dire oh là là, ils se moquent de ceux qui ont acheté 3 sacs de riz ou 2 sacs de nouilles supplémentaires. Ils s'en moquent vraiment, hein. Et puis vous entendez, et puis tous ces gens qui se croient très intelligents, ah ben si tu as acheté 3 sacs de riz, je sais chez qui je viendrai manger. Enfin, ça va pas marcher comme ça les cocos. Hein, dans la vie, il y a 2 choses. Hein. Il y a les cigales, il y a les fourmis. Et puis quand les choses vont vraiment pas bien, il y a ceux qui ont su prévoir et les imprévoyants. Et dans la vraie vie, il y a la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, elle est d'une violence totale, complète. Hein. Donc évidemment, l'État fait quoi? L'État est venu mettre ralentir, amoindrir petit à petit les processus de sélection naturelle. Et c'est plutôt bien. Moi qui suis un grand humaniste, je vous dirai pas l'inverse. Mais quand tout va mal, et que les États deviennent impuissants, et que les États ne sont plus capables de répondre à une situation de crise, eh bien chacun va se retrouver seul face à soi-même, relativement seul face à soi-même, et vous avez les prévoyants et les imprévoyants. Et quand il n'y a plus l'État pour venir vous donner la béquille, eh bien, je peux vous dire que le réveil va être violent pour tous ceux qui attendent et dépendent de l'État Providence, hein, mais la Providence là, elle risque de pas être tellement étatique, mais plutôt divine. L'économie est déjà morte, l'économie est dans une situation critique, car nous ne parlons pas ici de finance de bourse, nous parlons d'économie réelle, celle de la production et des flux, pandémie, cessation des échanges, extinction de l'économie réelle, crise économique jamais vue. Une crise, c'est quoi d'habitude? C'est trop de dettes, trop de production et donc des ajustements. D'accord? En général, vous avez trop de dettes, trop d'argent qui a été donné, donc on a fait ce qu'on appelle une mauvaise allocation du capital, donc on a investi parce que la mode est à l'écran plat comme ça, donc il y a plein d'usines d'écrans plats qui se sont créées pour vendre des écrans plats, et puis là on a trop d'offres, hein, on a un excédent d'offres puisqu'il y a trop d'écrans plats, le cours de l'écran plat baisse tellement puisqu'il n'y a pas assez de demandes, ou trop d'écrans, que finalement les usines les plus fragiles ou les derniers entrants qui se sont endettés ne sont plus en mesure de payer les crédits avec la vente de leurs écrans plats, et donc ils font faillite, et donc vous avez une crise de trop de dettes, de trop de production, et donc des ajustements, les plus mauvais meurent, on a un cycle de récession, et puis ça repart une fois que le marché s'est apuré. Voilà un cycle classique de marché et d'ajustement économique. Ici, nous parlons de la fin des échanges, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'offre, ce n'est pas un problème de production en soi, c'est juste qu'il n'y a plus d'échanges, en fait. On commerce plus, plus personne ne peut produire, plus personne ne peut acheter, plus personne ne peut transporter. C'est juste le pire des scénarios, évidemment, économiques possibles. Alors l'économie, ce sont justement des agents économiques. Donc il faut sauver les agents économiques. Il faut impérativement sauver les agents économiques. Les premiers agents économiques, pourquoi? Parce que, enfin à mon sens, hein, c'est l'idée que je vous soumets et que je partage avec vous, mais
Cette crise, comme toute pandémie, comme toute épidémie, on va avoir une courbe comme ça, et puis ça va rebaisser. Alors, en fonction des mesures qu'on va prendre, on va avoir les contaminations, on va avoir ce virus, on va être malade massivement. Le problème, c'est de savoir si on est malade tous ensemble ou les uns après les autres. Et l'idée des mesures de confinement, c'est évidemment non pas de faire en sorte que personne ne soit malade, ça c'est quasiment impossible, mais c'est de faire en sorte qu'on soit malade le moins en même temps possible pour que le système de santé puisse tenir. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Car si votre système de santé ne tient pas, aujourd'hui, nos confrères italiens, nos amis italiens nous expliquent dans les hôpitaux qu'ils ont à peu près, donc sur 100 cas, il y a 50 hospitalisations nécessaires. Et sur ces 50 hospitalisations nécessaires, il y a 10 hospitalisations qui terminent en soins intensifs. Donc, si vous n'avez pas des capacités massives de soins intensifs, eh bien évidemment, votre taux de mortalité, il ne va pas être de 2 ou 3%, il va être de 10%, si vous n'êtes pas capable de donner des respirateurs à tout le monde. Donc, si tout le monde est malade en même temps, si on raisonne par l'absurde, ce qui n'est pas le cas, mais si on est trop malade tous trop rapidement, et sur quelque chose qui est évidemment extrêmement contagieux, votre système de santé est saturé. Si votre système de santé est saturé, vous ne pouvez plus ni vous occuper des malades liés à cette épidémie, mais ni vous occuper des malades liés à tout le reste, puisqu'on fait des AVC, on fait des crises cardiaques, etc., etc., et donc on meurt tous les jours et qu'on est malade tous les jours. Et si votre système hospitalier ne peut pas tenir, eh bien c'est une véritable hécatombe. Donc évidemment, il faut protéger, il faut sauver les agents économiques, puisque après tout ça, de toute façon, eh bien, le monde sera toujours là, et il restera beaucoup plus de vivants qu'il n'y aura eu de morts, quand bien même c'est un carnage, et quand bien même nous aurions des taux de mortalité extrêmement importants. Il restera toujours plus de vivants que de morts, pour une simple et bonne raison, c'est que dans 80% des cas, effectivement, ce virus reste relativement bénin. Ça veut dire que dans pire des cas, si on soignait personne et si vraiment c'était une catastrophe, nous aurions vraiment dans un cas complètement délirant que j'arrive pas trop à imaginer, mais bon, prenons-le, on aurait 20% de mortalité, il reste 80% des gens. Toute une population n'est jamais contaminée, on parle de 40 à 70% de la population en fonction des études. Donc voilà, donc si vous voulez, il va rester beaucoup plus de gens. Donc c'est en aucun cas la fin du monde, mais ça peut être un carnage sanitaire considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute manière, il faut préserver le après. Et pour préserver le après, il faut sauver nos agents économiques, à commencer par évidemment les entreprises. Et comment on sauve les entreprises? Tout simplement, il faut imprimer là. D'accord? Donc, il faut dire à l'entreprise, tu as 10 salariés aujourd'hui, tu les renvoies chez toi, il n'y a pas de problème, tu ne produis pas, il n'y a pas de problème. Tu payes combien? Tu payes, ça coûte 100 000 € de salaire tous les mois pour tes 10 gars, machin, etc. Enfin, avec les charges, tiens, voilà le chèque. 50 000 €, 60 000 €, le temps que ça dure. Donc, on doit sauvegarder à tout prix le tissu industriel, quoi qu'il en coûte, parce que ça coûtera toujours infiniment moins cher que de tout mettre à plat et de tout mettre à zéro, parce que tout va tomber et aucune entreprise ne va pouvoir tenir s'il n'y a plus d'activité. Donc il faut sauver les agents économiques banques pour assurer la reprise. Trouvez ça dégueulasse, les banques elles sont méchantes, machin, etc. Ok, mais s'il n'y a pas de banque, il n'y aura plus de flux financiers, il n'y aura plus de transfert, il n'y aura plus de crédit. Donc de toute manière, il faut sauver les banques. Alors on mettra du chômage partiel, on mettra les banquiers qui pensent que ce n'est qu'une simple grippette, ne savent pas encore que dans 3 semaines ou dans un mois, ils seront tous au chômage partiel, ils vont commencer par du télétravail. Et puis si jamais la crise dure, eh bien on se rendra compte que plus personne ne peut vraiment rembourser les crédits, donc on mettra les gens évidemment au chômage partiel. Et enfin, il faut sauver les agents économiques ménages, c'est-à-dire les gens, vous, moi, nous tous. Et ça, évidemment, ça doit être la priorité. Pourquoi ça doit être la priorité? Ça doit être la priorité humaine, d'accord? Déjà. Donc humainement parlant, on doit tout faire pour préserver la vie. Et puis, ce sont aussi des consommateurs et du savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre hôtel, ok, il est là, il peut ne pas être exploité pendant 2 mois. Si demain, dans 2 mois, reviennent tout le personnel de ménage, de repassage, de cuisinage, d'accueil, de tout ce que vous voulez, et bien évidemment, votre hôtel, il peut repartir comme il fonctionnait il y a 2 mois, comme il fonctionnait la veille. Donc on éteint tout, on éteint la lumière, on s'en va tous et on revient tous. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument sauver les gens, les hommes, parce qu'il n'est de richesse que d'hommes, parce que ça s'appelle le savoir-faire. Et plus vous montez dans la complexité des savoir-faire, plus évidemment les compétences sont précieuses.
Donc comment? Avec du chômage partiel total, avec 100% du salaire, même à rien faire par exemple. Voilà, faut pas hésiter à prendre ce genre de mesures. C'est des mesures économiques de temps de guerre. Alors que faire à titre personnel? Alors vous pouvez vous préparer déjà à une rupture de la normalité durable et importante dans les jours et les semaines qui viennent. Alors perte d'emploi massif, krach boursier, vent dans les voiles des banques, problèmes d'appro prévisibles. Et à venir, pensez par exemple encore une fois à cette histoire des fruits et légumes d'Espagne. Si demain l'Espagne se met en quarantaine comme l'Italie, eh bien les fruits et légumes n'arriveront pas et il n'y aura pas de fraises et d'Espagne à la chantilly au printemps dans nos assiettes et dans nos tables. Bon, rassurez-vous, c'est quand même pas bien grave. On s'en remettra. Et si le destin nous prête vie, eh bien, nous aurons grand plaisir à remanger dans un an ou dans 2 ans. Ne pas rater votre potager cette année pour ceux qui ont un jardin, parce que justement votre apport de légumes frais, ça risque d'être assez circuit court et production locale, si vous voyez ce que je veux dire. Mobilisez votre épargne, c'est le moment pour ceux qui en auraient besoin éventuellement, si jamais vous avez à faire face ou vous estimez fragile dans votre emploi ou dans votre poste. N'hésitez pas à faire des rachats sur les contrats d'assurance vie tant qu'il y a encore un peu de liquidité, c'est important, on ne sait pas ce qui peut se passer. Prévoyez un peu de cash sur votre compte bancaire, pas trop, mais un petit peu de cash pour tenir quelques semaines et assurer le quotidien, les remboursements de crédit pour 2-3 mois, ce genre de choses, d'accord? On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc prenez vos précautions. Donc, si vous avez un livret A qui est plein, bon ben c'est super, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller faire un rachat sur son contrat d'assurance vie. C'est à vous de voir où est-ce que vous mettez le curseur, mais en tout cas, vous devez vous poser la question de qu'est-ce que j'ai devant moi, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux mobiliser, où est-ce que je peux aller chercher, etc., etc. Et soyez toujours évidemment dans l'anticipation. Stockez ce que vous consommez habituellement et préparez-vous à des quarantaines massives ou à des réductions de la vie sociale qui vont être massives. Je pense qu'il n'y aura pas forcément des quarantaines massives, genre militaires qui nous empêchent de sortir en France. Je pense qu'on sera beaucoup plus sur des mesures non coercitives, mais en tout cas collectives. On ira, voilà, comme vous avez aujourd'hui dans l'Oise, on ne sort pas, on ne va pas à l'école, on va de moins en moins au supermarché, on ne sort pas dans les boutiques, on ne va pas au cinéma. Enfin voilà, on est sur vraiment la réduction de la vie sociale au maximum. Et donc ça amène évidemment une réduction aussi des flux d'échange. Et cette réduction des flux d'échange, elle fait que les magasins, il y a moins de choses à aller y acheter. Et puis alors le shopping, ça va être terminé. Donc souvenez-vous, ça c'était ma petite lettre stratégie sur comment se préparer à une éventuelle phase 3. Alors bon, quand je l'avais écrite, j'avais mis éventuel, je crois qu'on peut retirer le mot éventuel maintenant. Donc vous avez le droit de vous abonner. Et je voulais maintenant vous parler de choses un petit peu plus, je ne vais pas dire petit peu plus concrète sur la notion de préparation. Alors, on est là, faut pas avoir peur. La peur, c'est pas bien. Bien sûr, la peur, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est l'action et la préparation. C'est-à-dire que si vous laissez votre anxiété monter, vous allez être anxieux, vous allez être tétanisé, vous allez être pas bien, vous allez être inquiet. Et la seule chose qui permet de lutter contre la peur, en réalité, c'est pas de dire la peur, c'est pas bien. C'est de se mettre dans l'action, dans la préparation, dans l'anticipation. Paniquer, c'est pas bien. On vous dit la panique, c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien, mais enfin, quand on vous dit vous allez peut-être mourir dans d'horribles souffrances à cause d'un virus que vous voyez pas et vous savez même pas qui va vous le refiler, c'est quand même pas hyper rassurant. Et tout ça, ça nous renvoie à des peurs ancestrales, qui sont les peurs des grandes épidémies, et donc ça fait terriblement peur. C'est quelque chose d'effrayant. Vous parlez épidémie, vous parlez pandémie, vous pensez à la peste noire qui a décimé 50% de la population européenne au XIVe siècle. Donc si vous voulez, c'est terrifiant. Et donc, il faut accepter que ce soit terrifiant. Donc, ça ne sert à rien de dire « paniquer, c'est pas bien, même pas peur, nous, on sait faire ». Non, on ne sait pas faire, on va être aussi nul que ce que nous avions été en 1939. Le grand QG, vous savez, c'est la 7e compagnie. Donc, c'est la ligne Maginot, la 7e compagnie, et le grand quartier général pensait que nous n'avions jamais été aussi prêts à affronter l'Allemagne. Bon, et puis, en 4 semaines, la France s'est effondrée.
Je ne suis pas sûr que nous fassions tellement mieux que les Chinois, je ne suis pas sûr que nous fassions mieux que les Coréens qui ont des performances exceptionnelles pour le moment, je ne suis pas forcément sûr que nous fassions aussi bien que les Japonais qui portent tous des masques, hein, comme les Sud-Coréens actuellement portent tous des masques et comme les petits Vietnamiens portent tous des masques, alors que je peux vous dire qu'au Vietnam, c'est quand même pas le pays le plus riche au monde. Donc paniquer, c'est pas bien maintenant, mais on va anticiper et on va prévoir. Et donc mettez-vous dans l'anticipation et dans la prévoyance. L'anticipation et la prévoyance, eh ben, ça évite la panique quand on se mange un mur qu'on n'avait pas vu arriver, parce que évidemment, c'est de ça dont on parle. L'égoïsme, le marché noir, eh ben, pareil, c'est pas bien et il va falloir essayer de privilégier au maximum. Et quand les choses sont dures, sachez que le pire n'est jamais sûr. Regardez, quand vous avez eu les attentats du 11 septembre et les tours se sont effondrées, les gens dans la rue, ils se sont aidés, ils se donnaient la main, ils se tendaient la main. Vous aviez plus des noirs et des blancs, vous aviez que des gens gris recouverts de poussière. Donc, si vous voulez, faut pas s'imaginer que quand il y a une catastrophe et un choc, il n'y a que le pire dans l'être humain qui ressortent. Il y a les deux, il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur. Et donc, il faut qu'on favorise évidemment notre meilleur à nous, et c'est-à-dire notre entraide et notre solidarité. Et ça, c'est fondamental. Et moi, je ne dirais jamais autre chose que le fait de favoriser notre entraide, notre solidarité et de développer au maximum notre humanité. Alors, et ça, c'est ma vision personnelle, je pense que plus vous aurez d'habitants préparés et résilients, plus nous aurons un pays résilient et préparé. Et ça, moi, je crois que nous avons encore du temps pour nous préparer, qu'il y a encore du temps pour aller acheter des pâtes, du riz et des super bonnes boîtes de raviolis bio de chez mon copain Carrefour. Donc, vous préparer, avertir vos amis et vos proches, prévoir, et ben, ça permet une résilience globale plus forte. Et donc, je crois que le temps vraiment de se préparer et de faire passer ce message à nos proches, à ceux qu'on aime, préparez-vous, achetez un peu plus, ne paniquez pas, ça sert à rien, mais préparez-vous à une réduction de la vie sociale. Eh ben, c'est plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup trop de gens qui disent que c'est une grippette, et je crois que pour l'économie mondiale et pour l'économie française, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être une grippette, c'est que l'économie va être totalement grippée, et qu'elle le commence, simplement les gens n'en voient pas encore totalement les effets, mais vous allez voir quand le chômage va exploser à la hausse, ça va être absolument dantesque. N'oubliez pas, ce n'est pas la fin du monde, mais un choc d'une terrible violence économique qui arrive. Ça n'a rien à voir avec la fin du monde, et je vais même vous dire le fond de ma pensée, c'est que perdre son travail, c'est une chose, et puis perdre la vie, c'en est une autre. Donc évidemment, le travail est tout relatif dans ce genre de situation. L'État ne pourra pas tout, et ça je crois que c'est quelque chose que vous devez tous avoir en tête. On attend trop de l'État, on est dans un lien de dépendance vis-à-vis de l'État-providence. Ça a été créé comme ça a été organisé comme ça, vous y êtes pour rien, on nous donne la béquille du berceau à la mort. Voilà, il y a la prime de rentrée, il y a la prime machin, il y a la CAF, il y a la PAF, il y a la PIF, il y a la PL, il y a bon, bref, partout on nous aide, on nous donne des trucs, les bons vacances, tout ce que vous voulez. Donc à un moment donné, simplement que l'État ne pourra pas tout, il ne peut déjà pas donner de masque aux médecins généralistes de ville, donc vous imaginez bien, si jamais il fallait alimenter Madame Michu en haut du 16e étage de la tour du 15 rue de la Poupée Sikitous dans la cité machin, avant que la bouffe arrive, si on est confiné, ça risque d'être compliqué. Donc, justement, il va falloir prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et il va falloir favoriser justement l'entraide et la solidarité en lien avec l'État. Et c'est ce qui est prévu d'ailleurs dans le plan pandémie de niveau 3, c'est qu'il va falloir faire appel à des bénévoles, il va falloir faire appel aux bonnes volontés. Et je pense que c'est important tout simplement que chacun fasse sa petite part localement autour de soi avec une bonne volonté, avec une vraie bienveillance et puis avec une véritable humanité, une entraide, une solidarité. Et c'est comme ça qu'on passera ces moments compliqués et difficiles et on s'en sortira qu'ensemble. Voilà. Si ce n'est pas ensemble, alors ce sera absolument terrible pour tout le monde. Donc il faut que ce soit ensemble, il faut que ce soit la bonne volonté de tous, et évidemment il faudra que ce soit en lien avec l'État, mais il faudra que l'État fasse confiance aussi aux citoyens pour trouver des solutions locales. Et d'ailleurs c'est ce qui commence à se passer avec les ARS locales, etc. etc. L'État est obligé de laisser la main
aux pouvoirs locaux, tout simplement parce que c'est localement qu'on va pouvoir, très vulgairement parlant et très trivialement parlant, se démerder. Parce que à la guerre, comme à la guerre, vous n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur insolentiae.com boutique, ça c'est pour la lettre stratégie, sur insolentiae.com pour la lettre d'information gratuite et quotidienne, à la chaîne évidemment Insolentiae TV, et vous me mettez un doigt, mais le doigt c'est le pouce, évidemment pour ceux qui aiment réagir quand je fais cette petite blague dont je ne me lasse pas. D'ici la semaine prochaine, mes amis, je pense que nous serons passés certainement au stade 3. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant, donc vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos proches. Et puis c'est tout simplement le moment vraiment de profiter les uns des autres, et en particulier avec une grande pensée à tous nos anciens et à tous nos plus âgés que nous risquons de perdre. Alors, perdons pas de temps et profitons d'eux. Salut les amis, merci, au revoir, à la semaine prochaine.